Svia Walden, bonjour. Bonjour Shalom. Daniel, Boker Tov, Shalom. Shalom, merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien ce matin, une journée particulièrement difficile pour vous puisqu'elle correspond au premier anniversaire du décès de votre regretté père, le 9e président de l'État d'Israël, Shimon Peres. Oui, en fait, nous sommes sur le point de partir vers le mont Herzl. Voilà, c'est cela. Et puisque effectivement, la cérémonie officielle se tiendra sur le mont Herzl vers 11 heures tout à l'heure. Alors tout de suite, une première question, bien entendu. On se doute que votre père vous manque et que son absence est souvent difficile pour vous, mais je voudrais vous demander dans quels instants particuliers dans la journée il vous manque le plus? Ah, pour moi, c'est Shabbat. Ah oui. Pour Pourquoi? moi, c'est plutôt Shabbat. Comme c'était un homme dont la vie était entièrement consacrée à l'État d'Israël et au travail, et Shabbat, c'était la famille. Et donc, c'était l'intimité. Et sans caméra, sans public, entre nous. Donc, Shabbat, pour moi, ce sont les moments les plus significatifs qui me manquent le plus. On se souvient que pendant les obsèques, je crois que c'est votre frère qui avait mentionné le fait que vous chantiez ensemble des Zmirot de Shabbat. C'est moi. C'est vous, ah bon, pardon, c'est vous, voilà. Ouais, c'est moi. C'était ça, c'est un souvenir qui vous manque? Oui, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que... Mais voilà, Bon, c'est la vie. c'est la vie. Comment... je suppose que vous pensez à Shimon Peres dans le courant de la journée, de la semaine, du mois, très régulièrement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais imaginé qu'une fois parti, nous aurons peut-être moins de travail, mais le contraire s'est produit. Parce qu'il a laissé derrière lui tellement de choses et des messages et du travail à faire. C'est qu'on a eu une année très, très chargée. Juste avant sa mort, il a dicté un livre, un message qu'il voulait pour les jeunes du monde entier. Et il l'a dicté en anglais. Et ce message-là, nous l'avons mis sur papier, sous la forme d'un livre. Et le livre est sorti avant-hier en Amérique. Il sortira le 2 novembre en France, en français. Et il sortira bientôt, si Dieu le veut, on verra quand, en Israël, mais certainement très très bientôt, en hébreu. Donc, j'ai passé la dernière année à travailler sur ces textes, à veiller à ce que tout mot qu'il voulait, qu'il soit précis. Donc, d'une certaine manière, donc, il était aussi présent avec vous, d'une certaine manière. Voilà. Même plus, parce qu'en fait, c'était un message qu'il a livré, à mon avis, et en sachant que ça serait le dernier message. C'est cela. Donc, ce message incorpore tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. Comme moi, j'ai 70 ans. Donc, j'ai suivi pendant de longues années. J'ai tout lu, toujours. Il a quand même écrit beaucoup de livres avant celui-ci. Et alors, j'ai tout retrouvé là-dedans. J'ai tout retrouvé. Alors, nous allons peut-être parler... Moi, j'appelle ça une histoire d'amour, ce livre. En fait, le livre s'appelle « Aucun rêve impossible », dans ce sens-là que lorsqu'on lui a demandé vers la fin de sa vie « Qu'est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous regrettez quelque chose ?» Il a dit « Non, je rien regrette, sauf une chose. Tout ce que j'avais comme rêve, j'aurais pu en avoir plus. Encore des rêves et encore plus grands. » Alors, vous savez pourquoi il a changé d'avis? Parce qu'on lui a plusieurs fois, Shimon Peres, on le sait, c'est un écrivain prolixe qui a écrit plus de 15 livres, mais on lui a plusieurs fois proposé de rédiger une autobiographie, et à chaque fois il disait je ne veux pas écrire sur moi-même. Pourquoi il a changé d'avis précisément à la dernière année de sa vie? En fait, il n'a pas changé d'avis. Ce n'est pas une autobiographie dans le sens traditionnel du terme, d'abord. Moi, j'appelle ça une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, son amour pour son pays. Mais en fait, il a pris dans sa carrière six moments décisifs, n'est-ce pas, où lui, il se trouvait minoritaire. Il a décidé de rester fidèle à son chemin, à son choix. Et en fait, il a réussi.
Alors, il a trouvé 5 croisées. La 6e, c'est la poursuite de la paix. Et c'est là, elle est à nous d'achever. Vous avez découvert des secrets que vous ne connaissiez pas dans cette biographie? Des secrets que je ne connaissais pas, entre nous, vrai dire non. Mais en revanche, tout d'abord, il y a eu enfin, une grande partie de ces déroulements qui n'avaient pas été publiés auparavant, déjà. Donc, c'était pas un secret pour moi, mais le fait de pouvoir en parler publiquement, c'était un soulagement, déjà. Et en plus, une fois qu'on voit la chaîne, qu'on voit la poursuite, qu'on voit les développements, qu'on voit comment on a commencé à partir de rien du tout, n'est-ce pas? Il est né en Biélorussie, n'est-ce pas? Loin d'un tout petit village. Et quand il était là-bas, il rêvait des Palestiniens d'Israël qu'il n'avait jamais vus, mais il en rêvait. À 11 ans, il est venu en Israël et il s'est promené à Tel Aviv sur une bicyclette. Il regardait Tel Aviv quand c'était beau et il a dit, tiens, on dirait que c'est Paris. Il n'avait jamais vu Paris, mais la ville des Lumières est devenue un lieu de nostalgie pour lui. Et à ce moment-là, le destin d'Israël était loin d'être clair. En fait, il était sous menace. Donc, la première décision qu'il a prise, c'était la décision de suivre Ben Gurion. Et en fait, suivre Ben Gurion au congrès sioniste, où Ben Gurion a insisté à ce qu'Israël ait le courage et fasse un compromis de façon à ce qu'il se rassure un terrain. Et voilà, grâce à ça, l'État d'Israël existe. Alors ça, c'était la première croisée dont il parle. Et à mon avis, il y a une leçon à retirer. Donc, à la lecture cette année, je voyais comment il a semé les idées. Je voyais les graines. Et puis aujourd'hui, Israël fleurit d'une part, d'autre part, il est sous menace. Et il faut mobiliser de nouveau un courage pour faire un compromis et continuer. On se souvient du discours que Shimon Peres avait prononcé lors de son élection au poste de président de l'État. Il avait mentionné son grand-père, le Rav Meltzer, qui lui avait dit, avant de le quitter, reste juif. Est-ce que l'on peut dire que vers la fin de sa vie en particulier, durant la présidence de l'État, on peut dire que le paramètre juif de l'identité israélienne de Shimon Peres a ressurgi avec beaucoup plus d'importance, beaucoup plus d'éclat? Je ne pense pas. Il était toujours là, présent? Non, absolument pas. Je ne pense pas, il était là, il était toujours présent. Il faut se dire bien. Quand on est président de l'État, n'est-ce pas? Donc, ça vous oblige à une certaine conduite publique. Quand on est un homme politique, on épouse d'autres chemins, n'est-ce pas? Oui. Alors, les choses qui étaient plus voyantes quand il était président, c'était grâce à cette position-là. Et en fait, à mon avis, pendant ces 7 ans où il était président, il avait récolté des petites joies, des moments de satisfaction, des moments où il était fier de son État, de ses citoyens. Et il pouvait se le permettre. Tandis que lorsqu'il était un homme de politique, c'était la folie. C'est pas pareil. Mais je ne pense pas que son côté juif ait changé. Et d'ailleurs, moi, je porte le nom de son grand-père. Oui. Je m'appelle Tzvia, d'après son grand-père, dont il parle toujours. La nostalgie qu'il avait pour son grand-père a toujours été aussi présente et aussi forte. Il en parlait publiquement, plus dans la troisième partie de sa vie qu'auparavant. Oui, publiquement, mais pas présent dans sa vie.
Et puis, en fait, vous savez, quand Israël, on commençait ici à avoir des départs, est-ce qu'Israël sera juif ou démocratique? Mais une fois, j'ai participé à une table ronde, Israël juif ou démocratique. Et mon père m'a dit, mais pourquoi tu vas à cette table ronde? Je lui ai dit, pour éclaircir, pour clarifier, pour en parler, pour partager mon point de vue, c'est que juif et démocratique, c'est synonyme. Il a dit, voilà, j'étais bien élevé. Alors, ce qu'il faut dire, il n'y a jamais eu aucune contradiction, il n'y en a jamais eu entre un État juif et un État démocratique. Tout au contraire. Si on veut être juif, il faut respecter le côté démocratique humain du judaïsme. Maintenant, il faut dire sa génération, c'est quand même pas la même. C'est une génération pour laquelle Israël n'a jamais été une évidence. Jamais. N'est-ce pas? Parce que quand il est arrivé en Israël en 1934, il n'y avait pas encore d'État. N'est-ce pas? Et à très jeune âge, il était déjà PDG du ministère de la Défense. De la Défense, n'est-ce pas? D'un État qui venait de naître. Donc, son quotidien, c'était le berceau de l'État d'Israël, le miracle pour lui. Et il fallait respecter. Et nous, on est une génération qui est née avec l'État d'Israël, et les jeunes sont nés après la guerre de 6 jours. Eh ben, chaque génération est marquée par par le point par lequel il est rentré dans l'histoire d'Israël. Je crois qu'il vit Israël, c'est dans ce point de départ. Alors lui, c'était la création, c'était le miracle. Moi, c'était l'évidence. Et la jeune génération après les 67, je crois que c'est un autre Israël. Est-ce que, Tia Walden, on va dire les graines qu'il a semées, puisque le centre Shimon Peres pour la paix s'appelle depuis quelques jours le centre Shimon Peres pour la paix et l'innovation. Est-ce qu'on peut dire que les graines qu'il a semées d'innovation, son amour pour la hitratchut, la hatchanut et l'innovation, la créativité, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'il a planté il y a quelques années qui aujourd'hui ressurgit et fait de l'État d'Israël cette start-up nation? En fait, en 1999, il a publié un livre qui s'appelle Une nouvelle Genèse. Et dans ce livre, il a semé les idées, les désirs, les plans, les rêves que nous sommes en train de réaliser maintenant. Et donc, ayant ajouté à la paix l'idée de l'innovation, ça veut dire qu'Israël doit s'inventer tous les jours de nouveau, parce que c'est ça le sens d'être un pays qui est fidèle à soi-même. Repenser ses idées, repenser ses positions, et entre autres, comme Israël s'est chargé d'être à la fois foyer national pour le peuple juif, mais un État exemplaire, universel, qui se met au service du monde entier, eh ben, l'innovation, c'est pratiquement le champ où Israël est un exemple au monde entier. Donc c'est tout à fait dans la même ligne. Alors le Centre Peres pour la paix et l'innovation, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire Israël va rester loyal à son choix de servir au foyer national pour le peuple juif et en même temps va servir au monde entier d'exemple de ce que c'est que la science, l'esprit humain, la pensée, le travail, la persévérance. Voilà à quoi ça nous amène. Tia Walden, une dernière question. On aurait beaucoup de questions à vous poser, bien entendu, sur Shimon Peres. Ça serait infini, mais une dernière question. Shimon Peres était un optimiste, invétéré. Quel est le message qu'il lègue à la société israélienne? Quel est l'enseignement majeur que l'on doit tirer de Shimon Peres, de sa personnalité, de son histoire, de son parcours? Dans le livre, il dit qu'un de ses rêves qui, pour l'instant, n'a pas été entièrement réalisé, c'est le rêve qu'Israël vive en paix avec ses voisins.
Il le dit ouvertement. Donc, ça, c'est un message primordial. Et en ce qui concerne... Il regrettait pas un peu l'échec d'Oslo ou la problématique d'Oslo? Non, ne dites pas échec d'Oslo. Mais entre autres, c'est ce qu'il explique dans ce livre. Oui. C'est que même si on n'a pas réussi, même si on a des échecs en route, ça n'enlève rien à la grandeur de l'idée. Et ça ne doit enlever rien à sa position d'optimiste. Il n'y a personne qui réussit à tous les coups. Il n'y a aucun État qui réussit à tous les coups. Il faut continuer à chercher. Il faut oser. Il faut continuer à travailler. Voilà ce qu'il disait. Maintenant, ce chemin qui est long, qui est difficile, n'est-ce pas? Comment on choisit de le faire? Avec un esprit pessimiste ou avec un esprit optimiste? Et puisque c'est un choix, lui, il a dit, voilà, on ne choisit ni le jour où on est né, ni le jour où on part, mais on choisit la façon dont on célèbre sa vie. Et alors lui, il a choisi de célébrer sa vie tout en étant optimiste plutôt que pessimiste. Voilà où on a le choix. Eh bien, Tzvia Walden, merci beaucoup de nous avoir fait partager à la fois quelques instants de vos sentiments en cette journée anniversaire du premier... J'appelle tout le monde au travail. Voilà, au travail. Effectivement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com et bonne journée. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà, il est 8h30, nous allons marquer une pause et nous retrouvons Eliana Gurfinkel dans quelques instants pour sa chronique Un jour notre histoire.